À la une, la 25e tribune du PPACI, le porte-parole du parti Koné Katinan s'est prononcé sur les questions de santé et de dette en présentant la vision du candidat du parti de gauche, Laurent Gbagbo, sur ces sujets. À suivre aussi, lancement ce jeudi à Abidjan des examens à grand tirage au titre de l'année académique 2024 autour du thème « Performance et mérite pour des examens de qualité ». Et puis, notre sujet société, nous parlerons de l'attiéké, le deuxième mets le plus consommé par les Ivoiriens, de l'épluchage du manioc à sa préparation. Vous le verrez, la chaîne de production de l'attiéké profite énormément aux femmes à Abobo-Doumé dans la commune de Yopougon. Bonsoir chers tous, très heureux de vous retrouver dans cette édition ce jeudi 16 mai 2024. Justin Katinan-Koné, président du Conseil stratégique et politique, porte-parole du PPACI, a animé la 25e tribune du parti au siège à Cocody. Cette tribune a servi de cadre pour Koné Katinan de se prononcer sur les questions de santé et de dette selon la vision de son candidat, Laurent Gbagbo. Le point de cette tribune avec Stéphane Kouassi. Après sa convention tenue le vendredi 10 mai dernier, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire a tenu sa 25e tribune ce 17 mai 2024. Elle a été animée par le porte-parole du parti, Justin Katinan-Koné. Cette tribune a permis au PPACI de mettre un point d'honneur sur la santé et le bien-être, élément des 10 piliers de la renaissance du candidat Laurent Gbagbo pour la présidentielle de 2025, en plus de la politique de désendettement de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la santé et le bien-être, la Côte d'Ivoire est classée 166e sur 193, loin derrière les pays comme le Bénin, le Burkina Faso, même en situation de guerre, dans l'indice de développement humain. Le président Laurent Gbagbo a pris l'engagement suivant, d'assurer l'égal accès aux services de la santé. Il va s'organiser autour de 3 caisses. Une caisse mutuelle de santé pour les planteurs et cultivateurs. Une caisse mutuelle de santé pour les fonctionnaires. Ça existe déjà. C'est-à-dire comment transformer la MUGEFSI pour l'intégrer dans un système global de prise en charge sanitaire. Et puis une caisse de santé pour les travailleurs du secteur, de tous les secteurs privés. Laurent Gbagbo, à la tête du PPACI, s'engage à faire passer le budget de l'État pour le secteur de la santé de 6% à 15% comme le veut la CEDEAO et à construire des infrastructures sanitaires dans les 10 régions administratives. Deuxièmement, il nous faut absolument améliorer la part de l'État dans la part du budget dans la santé. La part actuelle, elle est 6%. Le président s'engage, notre candidat, à porter cette part-là autour de moins de 15% pour respecter les standards de la CEDEAO. Cette augmentation va permettre de supporter la pyramide de la santé, c'est comme ça que vous appelez la pyramide de la santé. Donc, le président s'engage à créer un CHU, je dis bien un CHU, dans les 10 régions qu'il a proposées comme étant les régions qui vont être les régions administratives. Un CHU, pour compléter le sommet de la pyramide. En plus de cela, le président s'engage à construire un hôpital militaire digne de ce nom pour la prise en charge des cas pointus. En ce qui concerne la politique de désendettement de la Côte d'Ivoire, le PPACI articule cette politique autour de 3 axes majeurs et s'engage à corriger le système bancaire ivoirien afin de lutter contre le secteur informel. L'amélioration des recettes fiscales, l'amélioration des recettes non fiscales et surtout le contrôle budgétaire pour lutter contre la fraude. Le président dit, la première des choses, il faut qu'on diminue le poids du secteur informel dans l'économie ivoirienne. Parce que tant que nous ne serons pas capables de moderniser ce secteur-là et être capables d'aller prendre des recettes de base fiscale là-dessus, évidemment, il participe. Le secteur informel, c'est 40%. Les gens pensent même, les optimistes, 51%, les pessimistes, mais il est autour entre 49 et 51%. Ça part dans le budget, dans le PIB. Il nous faudra des banques nationales. Ce sont ces banques nationales-là qui connaissent la politique bancaire du pays,
qui vont la mettre en application. La Banque africaine de développement estime que la dette extérieure totale de l'Afrique, qui s'établissait à 1120 milliards de dollars américains en 2022, a atteint 1152 milliards de dollars à la fin de l'année 2023, avec des taux d'intérêt mondiaux à leur plus haut niveau depuis 40 ans. Le poids grandissant du service de la dette pourrait obérer les objectifs de développement durable sur le continent, notamment dans le secteur de la santé, l'éducation et les infrastructures. La direction des examens et concours d'ECO a sonné le glas du début des examens scolaires pour la session 2024 à travers une cérémonie officielle tenue ce jeudi au Plateau. Au siège de la DECO, cette cérémonie a été présidée par le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et ces évaluations certificatives concernent 1 630 705 candidats. Le compte-rendu de cette rencontre avec Axel Niamke. Performance et mérite pour des examens de qualité, c'est sous ce thème qu'a porté la cérémonie officielle de lancement des examens scolaires de l'année 2024, ce jeudi 16 mai, dans les locaux de la direction des examens et concours. Cet événement solennel marque le début imminent des épreuves orales, pratiques et écrites pour les milliers de candidats au certificat d'études primaires élémentaires, au brevet d'études de premier cycle et au baccalauréat. Dosso Mariam, directrice de la DECO, a profité de cette occasion pour rappeler l'engagement du ministère de l'Éducation nationale pour des examens propres, crédibles, transparents et équitables. Elle a également exhorté les candidats à la prudence, au calme et au travail assidu afin de réussir brillamment leurs épreuves. Il est bon de rappeler que cette activité est une œuvre collective et je voudrais à l'occasion souligner la forte implication et la précieuse contribution des ministères partenaires à l'organisation du baccalauréat. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Dr Nguessan Kofi, quant à lui, a réitéré sa détermination à promouvoir l'excellence au sein du système éducatif ivoirien. Le président de la cérémonie de lancement des examens à grand tirage a salué le travail remarquable des enseignants et des différents acteurs impliqués dans l'organisation des examens, tout en les encourageant à poursuivre leurs efforts pour une session réussie avant de lancer les examens au titre de l'année 2024. De cette tribune, je lance aujourd'hui un appel à la mobilisation générale, enseignants, administrateurs scolaires, parents, communautés éducatives et partenaires du système éducatif. Unissons nos forces et travaillons ensemble pour atteindre cet objectif. Mesdames et messieurs, les examens à grand tirage de la session 2024 que nous lançons officiellement ce jeudi 16 mai 2024 sont placés sous le thème suivant: performance et mérite pour des examens de qualité. Ces évaluations certificatives concernent 1 630 705 candidats qui composeront dans 4 278 centres répartis dans les 41 DRENA du territoire national. Cette cérémonie de lancement a également été l'occasion de sensibiliser l'ensemble des acteurs du système éducatif ivoirien. Notons que pour l'année 2024, la Côte d'Ivoire enregistre 627 908 candidats au CEP, 634 889 au BEPC et 355 347 au baccalauréat. Vous le savez, les élèves sont de grands consommateurs de l'attiéké et chaque étape de production de ce mets ivoirien est un business. De l'épluchage du manioc jusqu'à sa préparation, certaines braves femmes sont dans toute la chaîne de production. Une activité rentable pour elles. Malgré leur courage, ces femmes battantes font face quotidiennement à d'énormes difficultés. Clarisse Kanyala est allée à leur rencontre. Reportage. Bienvenue dans l'univers des productrices d'attiéké d'Abobo-Doumé dans la commune de Yopougon. Ici, le travail se fait à la chaîne. Ces braves femmes interviennent dans tout le processus de fabrication de l'attiéké. Charlotte est une contractuelle spécialisée dans l'épluchage. Cette jeune fille s'est retrouvée mère de 3 enfants après l'arrêt brusque de ses études en 2018. Cette activité est une opportunité pour elle de subvenir à ses besoins quotidiens. C'est une camarade, elle travaillait ici, donc elle m'a envoyé ici. Donc dans ça, il a commencé un peu jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 2 ans, dans 3 ans. Mais il n'arrive pas à garder un peu à côté, c'est ça. C'est ça qui me fatigue.
Après cette étape, ces maniocs doivent être ensuite lavés. Une étape qui ne peut se faire sans de l'eau. Certaines mères parcourent environ 2 km pour fournir de l'eau aux productrices de l'Attiéké. Le matin, on se réveille, on puise l'eau pour vendre à les femmes. Nous bavons à 200. Et puis du matin quand le soir. Quand on dort aussi, c'est la fatigue. On prend un peu d'antibiotiques, les médicaments chaque soir. Matin, on force, on vient, on commence le travail, on fait encore du camp, le soir encore. C'est dans ça qu'on vit. C'est dans ça qu'on paye l'école de nos enfants. Oui. Sans ça, je ne sais pas où je vais aller travailler. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas laisser bras croisés. Je suis une femme battante, sans mari. Mon mari est décédé. Il me reste 8 enfants. C'est ce que je fais pour nourrir mes enfants au bord. Cet endroit est devenu une véritable industrie de la production de l'Attiéké. Plus de 60 personnes y trouvent leur pitance quotidienne. Mais la production de l'Attiéké reste une activité pénible pour ces femmes. Parmi elles, Thérèse exerce cette activité depuis plus de 35 ans. Le vrai problème, c'est s'asseoir. Prendre un pour tailler. Matin jusqu'à 20h, on tombe malade. Bon, on a le contractuel. Une personne a 3 000. Ça dépend de combien la personne peut tailler. 3 000, il y a 1 500. On ne s'en sort pas. On paye l'eau, on paye machine, on paye moto qui transporte. On fait l'Attiéké. C'est payé encore, le même contractuel. C'est fatigant. On a besoin de leur soutien. Donc, avoir pitié, faire face au gouvernement. Donc, on envoie une machine pour éplucher, pour rouler le manioc, ce qui moto pour transporter à la maison. Après le broyage du manioc, c'est à domicile que l'Attiéké se prépare. À ce niveau de la production, les tâches se font toujours à la main par les contractuels. Pas de 7 h 8 on est ici. Quand on vient, on commence à travailler. On casse, on tape. Quand on tape, on finit, on s'en met au soleil. Ça devient sec, on s'en ramasse, on vient tamiser. Pendant ça, on fait abondamment. On les paye 1 500 par jour. Et ça nous soutient un peu. Et puis manioc, tu presses dans la machine. Maintenant, quand tu presses, maintenant, on casse. Si on finit de casser, maintenant, on tape. Si on tape, on met au soleil. Si c'est sec, on l'envoie et puis on commence à tamiser. On tamise, on enlève bois. Quand on enlève bois, maintenant, on prépare. Les clients viennent prendre pour aller. Ces braves femmes productrices de l'Attiéké nourrissent plus de 5 000 personnes par jour. Cependant, toutes les étapes de production de l'Attiéké restent encore archaïques. Leur rêve est de voir ce secteur de production de l'Attiéké modernisé pour leur bien-être. Dans les marchés de la capitale économique ivoirienne, les pousseurs de brouettes sont sur le qui-vive à l'afflux des visiteurs et commerçants afin d'aider ces derniers pour le transport de leurs effets et marchandises. Contraints parfois par le chômage et d'autres problèmes sociaux, ces jeunes se voient dans l'obligation de passer leur journée dans les ruelles de la capitale économique ivoirienne avec des pousse-pousse. Stéphane Kouassi s'est intéressé à cette activité à Yopougon-Siporex. On regarde. Yopougon-Siporex. Dans cette gare, impossible de passer par ici sans percevoir des jeunes pousseurs de brouettes. Ces jeunes exercent cette activité pour diverses raisons. Moi, j'étais au quartier, je ne faisais rien là-bas. Donc, je voulais passer un petit permis, je n'arrivais pas à gagner l'argent. Donc, c'est pour ça que je suis venu pousser ma brouette. Si j'ai eu un peu, j'ai allé passer ma permis. Il y a les gens qui ont les diplômes, mais il n'y a pas d'emploi. On est obligé de venir pousser brouette. Bon, pour moi, par exemple, comme cela, j'ai un diplôme, mais je n'ai pas d'emploi. Donc, c'est que nous pousse à venir pousser brouette. Pour gagner un peu d'argent, aller passer nos petits concours. Lorsqu'on pousse la brouette, les gens nous voient enfants de la rue. Souvent, tu as le bagage sur ton épaule. Quand il est non bougé, est-ce que tu commences à te parler mal? Soit c'est moi qui t'ai envoyé de venir pousser brouette. Et nous traite les enfants de la rue. Un travail pénible pour Hippolyte, armé de courage. Mais que peut-il faire face aux réalités de la vie? C'est très dur, on ne dort pas.
Souvent, tu peux venir à 3 heures. D'ici, on dit le soir, tu peux gagner 5 000. Bon, 5 000, t'as fait quoi? Donc là, c'est pas facile, c'est très dur, on ne dort pas. Et puis ça fait que là, ça agit aussi, sinon rien, ça nous fatigue beaucoup. Mais c'est ce qu'il disait là, comme il n'y a pas le boulot pour le moment, on est obligé de faire avec. Peut-être un jour, Dieu va parler. Locataires de Brouette, ces jeunes rencontrent des difficultés dans l'exercice de cette activité qui leur permet de joindre les deux bouts. C'est que si je n'ai pas de travail à faire, ça a boulot, je me débrouille ça un peu. Souvent, il peut gagner 7 000, 10 000, ça dépend quoi du travail. Non, ça ne m'appartient pas, j'ai lu ça. Avant d'aller prendre la brouette, si on ne te connaît pas d'abord, tu dois mettre ton portable en garant d'abord, moi tu donnes la brouette. En tout cas, quand nous on vient ici, on vient pour se débrouiller. Voilà. On vient payer ticket au moins 300, on lui brouette 300. Ah, les femmes, ceux qui ne te connaissent pas, ils ne peuvent pas donner baraille d'abord. En transportant les colis des visiteurs des marchés et des voyageurs, ces pousseurs de Brouette perçoivent entre 100 francs et 500 francs CFA par course, selon la quantité de charge et la distance à parcourir. Souvent, les enfants, il faut les aider parce qu'eux, ils sont là. D'autres viennent pour qu'ils vont payer les écoles. D'autres aussi viennent pour prendre cet argent pour manger les soirs. C'est pour ça qu'il faut les aider aussi. Bon, quand moi je prends une brouette, je décide souvent de donner aux enfants 500 ou bien ce que j'ai dans ma main, quoi. C'est tout. Et puis souvent, il faut avoir pitié d'eux aussi, c'est tout. C'est eux qui nous soutiennent. Par exemple, les sacs de bananes qui viennent, nous-mêmes, on ne peut pas soulever pour venir mettre à notre place. C'est eux qui nous soutiennent. Mais il y a d'autres qui sont dedans bons, il y a d'autres qui ne sont pas bons. L'âge des jeunes qui exercent cette activité est compris entre 13 et 35 ans. Si certains exercent cette activité pour se prendre en charge et s'occuper de leurs proches. D'autres, par contre, l'exercent pour des besoins pressants en attendant de trouver un métier à leur guise. Les régions du nord de la Côte d'Ivoire sont confrontées ces dernières années à la menace djihadiste et de type terroriste. Face à ce phénomène qui tente parfois les jeunes au chômage, le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD et l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique ont entrepris une grande tournée dans les régions du Gontougo et du Bunkani à travers des panels de sensibilisation au dialogue intergénérationnel et interculturel pour inviter les populations et surtout la jeunesse en particulier à maintenir le climat de paix et de cohésion sociale. Anissé Kouadjo, notre correspondant sur place. Les jeunes de Bondoukou, toutes tendances confondues, ont rafraîchi la clôture des lycées 1 et 2 de Bondoukou avec une nouvelle couche de peinture qui donne fière allure à l'entrée de ce temple du savoir. Des messages de paix et de cohésion sociale invitant à faire barrage à la haine et à l'incivisme. La jeunesse du Bunkani a également imité leurs frères et sœurs du Gontougo à travers une fresque sur le mur de l'EPP Bouna 1, invitant les populations à s'aimer et s'accepter malgré leurs différences. Au-delà de ces fresques murales, les différentes communautés ethniques et les peuples vivant dans le Bunkani et le Gontougo ont présenté leurs danses et leur riche patrimoine culturel diversifié pour consolider la paix dans les 11 ans. Une activité auquel nous sommes invités à l'effet de parler de la consolidation de la cohésion sociale. Il est important que la jeunesse elle-même puisse s'autosaisir à l'effet de travailler pour que cette cohésion sociale soit plus consolidée. Cette action des jeunes du Gontougo et du Bunkani s'inscrit dans le cadre du dialogue intergénérationnel et interculturel organisé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en collaboration avec l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Jeunesse et du Service civique qui a pour objectif d'inviter les jeunes au respect des institutions ainsi que des autorités qui les incarnent, faire barrage à l'extrémisme violent et au terrorisme qui guette les zones du nord de la Côte d'Ivoire. Donc l'objectif c'est de permettre de faciliter et créer une communion, une osmose et une dynamique nouvelle entre les générations et de communiquer aux jeunes des valeurs sociétales et républicaines positives qui ont toujours soutenu la marche de la Côte d'Ivoire dans sa quête perpétuelle de la prospérité et de la paix sociale. Nous nous réjouissons de cette belle initiative, de ce cadre d'échange qui est offert aussi bien aux jeunes, aux adultes, aux aînés, mais surtout pour renforcer la confiance qui est l'élément fondamental pour bâtir cette communauté que nous voulons forte.
Cette activité marquée par une série de panels, des sketchs avec des thèmes visant à éradiquer l'intolérance, la violence, l'incivisme et d'autres maux de notre société. Face aux menaces actuelles de la société, telles que les discriminations, l'extrémisme et les divisions sociales, il est crucial d'adopter une réponse intégrée qui renforce ces valeurs et promouve la cohésion sociale. Cette activité de cohésion et de vivre ensemble entre les différentes communautés à Bouddha et Bondoukou, organisée par le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, avec le ministère de la Jeunesse, a bénéficié du soutien financier de la République fédérale d'Allemagne. Cela fait 5 mois que la sous-préfecture de Sorobango, localité située à 25 km de Bondoukou, était sans sous-préfet suite au décès du défunt administrateur civil. Désormais, c'est une femme qui est à la tête de la sous-préfecture de Sorobango. Elle a été présentée officiellement aux populations par le préfet de la région du Gontougo. La correspondance sur place, Dani Sekwadio. Nous sommes à Sorobango, situé à 25 km de Bondoukou. Cette localité était sans sous-préfet depuis le mois de février 2024. Et pour cause, le rappel à Dieu de son sous-préfet des suites d'une courte maladie. Durant 5 mois, le sous-préfet de Tagadi a assuré l'intérim. Dago Wale Geneviève a été nommé nouveau sous-préfet de Sorobango. Elle a été présentée ce mardi 14 mai 2024 aux populations par le préfet de la région du Gontougo, préfet du département de Bondoukou. Kwadjo Gbangbo André a invité toutes les couches sociales et professionnelles de la sous-préfecture de Sorobango à travailler avec l'autorité préfectorale pour le développement de leur localité. On trouve le cadre idéal pour les échanges, pour réfléchir, le cadre de réflexion sur le développement dans nos localités. Il faudrait qu'ils sachent que le chef de l'État l'a envoyé pour aider la population au développement. La présentation de la nouvelle représentante de l'État de Côte d'Ivoire ravit les élus et les cadres, ainsi que les autorités traditionnelles qui entendent l'aider à réussir sa mission pour le bien de tous. Nous les chefs, on va l'aider à travailler et travailler ensemble, la main dans la main. Toute heure et à tout moment qu'elle a besoin de nous, nous serons là, toujours à ses côtés pour travailler. Elle peut compter sur nous. La mutuelle de développement Sorobango est là pour développer Sorobango. Et là, nous sommes là pour accompagner et pour être à l'écoute de notre autorité qui vient de s'installer. Et là, nous sommes là pour l'écouter, nous mettons entièrement à sa disposition pour que les choses puissent aller mieux. Nous sommes disposés, en tant que les élus et cadres de cette sous-préfecture, de l'accompagner pour l'exercice de ses fonctions, pour le bien-être de nos parents, nous associer avec elle pour booster le développement dans nos sous-préfectures. Dago Wale Geneviève, la nouvelle sous-préfet de Sorobango, mesure l'immensité de la tâche qui l'attend et espère s'appuyer sur la collaboration de tous pour le bien de toute la communauté. Ce que j'attends de la population, c'est d'abord de m'accepter en tant que leur fille, à adhérer à la vision que le chef de l'État veut donner à notre pays, d'épouser donc ces différents projets qui seront mis donc à leur disposition pour leur développement. Qu'ils nous aident donc à réussir cette mission pour laquelle le président de la République nous envoie dans cette circonscription. Afin de permettre à la nouvelle sous-préfète d'être efficace sur le terrain, Kwadjo Gbangbo André, préfet de la région du Gontougo, a remis à sa collaboratrice les documents de la passation des services et les clés du véhicule de fonction, ainsi que les clés de tous les engins roulants qui l'aideront dans l'exercice de sa fonction. Dago Wale Geneviève est la 7e sous-préfète de l'histoire de Sorobango. Elle est à son tout premier poste d'administrateur civil. La sous-préfecture de Sorobango a été érigée en 1997 et ses portes ouvertes officiellement en 2001 et compte une trentaine de villages et de campements. Fin de cette édition réalisée par Maswell Begré et proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Ce journal est à retrouver sur notre page Facebook, Reflet TV et surtout, bonsoir.